Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le Cercle des Chroniqueurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver où que vous soyez. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Autour de moi, pour vous informer, l'un des vétérans de l'équipe pour le plus de l'actu, Nicolas Rividi. Bonsoir. Bonsoir Brahim, bonsoir à tout le monde. Je parle de la chronique un petit peu. Un peu ? On va parler de haine ce soir. Ah, ça va être passionnant tout à l'heure avec toi Nicolas. C'est le plus jeune parmi nous, il passe une tête de temps à autre à Homo Micro. Bonjour à Eric Garnier, le monsieur livre dans C'est à lire. Oui, ce soir un roman américain qui s'appelle Real Life, la vraie vie, et je crois que la vraie vie c'est ce soir, là maintenant. Effectivement, la vraie vie c'est dans quelques minutes, mais j'écris ton nom est consacré au festival de films qui démarre tout juste chez Richeri à Paris. Et nous en saurons plus tout à l'heure avec Valérie Beau. Bonsoir. Bonsoir, quel plaisir d'être avec vous. Et moi, je vais vous présenter 3 documentaires parce qu'il y a des films de fiction, mais aussi de très beaux documentaires. Ça va être aussi passionnant avec toi tout à l'heure. La grande famille d'Homo Micro s'agrandit. Il est spécialiste des discriminations dans le sport et particulièrement dans le football. Et pour sa première, il s'agit de plusieurs cartons roses pour le mondial au Qatar. Julien Pente, bonsoir et bonjour. Oui, bonjour Brahim, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler effectivement de la Coupe du Monde au Qatar, qui est une espèce de grand festival LGBT. Bienvenue parmi nous. Alors ce soir en régie, évidemment, nous sommes sous le contrôle de Nathan Hilero et Anatole Anatole Macha. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Et vous deux ? Bah écoute, moi ça va très bien. Anatole. Et pareil, nickel. Eh bien écoutez, on va tout simplement vous dire merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous sommes avec Annabelle, évidemment, on n'a pas oublié Annabelle et ses invités. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Et ce soir, c'est un interview pour les aficionadas et les aficionados du vin, pour les défenseurs de l'égalité femmes-hommes. Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons le plaisir d'accueillir 2 femmes passionnées au parcours incroyable. Alessandra Fotorino et Céline Pernot-Burlet pour leur livre In vino femina, les tribulations d'une femme dans le monde du vin, paru aux éditions Hachette Maison Pratique. Bonsoir Alessandra, bonsoir Céline. Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à toutes les deux. Alors ce soir, on va parler de votre roman graphique, un bijou de 191 pages, aussi bien en termes d'objets que de contenu. À travers la plume d'Alessandra et les illustrations de Céline, In vino femina raconte le parcours de femmes dans le monde du vin et démontre avec humour, ironie, mordant vérité, que le vin, de la production à la commercialisation, en passant par la dégustation et les conseils, eh bien le vin n'est pas qu'une affaire de bonhomme. Alors, Alessandra, Céline, en règle générale, j'ai l'habitude de faire une bio de mes invités. Cette fois-ci, je vais la commencer et vous allez compléter pour nous montrer à quel point vous formez un duo artistique magique pour In vino femina. Allez, c'est parti. Alessandra, sommelière, formatrice, caviste, fondatrice de 2 bars à vin, consultante vin, auteure, organisatrice d'événementiel, agente du domaine Tenuta Lelli, un Chianti Rufina de Toscane. On l'aura tous et tous compris, le vin, c'est une passion que tu aimes transmettre. Tout à fait. Alors raconte-nous comment t'es venue l'idée de ce livre, un roman illustré avec Céline. C'est moi qui raconte donc. Oui. Bien. Donc ça m'est venu en effet du fait que ça fait à peu près 15 ans que je suis dans les métiers du vin. Je suis passée par divers postes qui m'ont permis un petit peu de me former et aussi de comprendre un petit peu quelle était notre place, c'est-à-dire parfois une place compliquée, une place qu'on doit obtenir en se battant, avec parfois beaucoup de résilience. Et au bout de presque 15 ans, j'ai, après avoir vécu pas mal de choses, eu envie, besoin de pouvoir m'affranchir de certaines choses que je ressentais et rien de mieux pour moi que de créer un livre. En tout cas, j'avais beaucoup d'histoires en tête, de petites histoires un peu acerbes et drôles à la fois, parce qu'il vaut mieux qu'il y ait de l'humour, sinon c'est compliqué. Et en pensant à ce livre, à ces idées, j'avais vraiment l'idée du dessin, l'envie du dessin. Alors heureusement, c'est pas moi qui ai dessiné, ça aurait été compliqué. Et j'ai croisé les fabuleux dessins de Céline sur des réseaux, et c'est comme ça que j'ai pu contacter Céline, et Céline qui m'a reçue chez elle après à peine 2 jours où je lui avais envoyé un mail, donc ça a été rapide.
Alors passons à toi Céline, tu es illustratrice et facilitatrice graphique indépendante, également intrapreneur consultante visuelle chez BNP Paribas. Tu aimes à dire « J'aime transformer la complexité en quelque chose de simple, visuel, qui permet de mieux comprendre et mieux se comprendre ». Tu es ce que l'on appelle une pro des sketch notes. Oui. Et quand Alessandra justement t'a contacté pour Invino Femina, t'as accepté tout de suite le challenge. Qu'est-ce qui te motivait ? Ce qui me motivait, en fait, c'est que j'avais déjà fait un premier ouvrage en auto-édition qui s'appelle Elle, qui visait à... C'était un conte illustré pour sensibiliser les jeunes aux violences faites aux femmes. Et j'ai fait cet ouvrage avec Mathilde Cristiani, qui est une super storytelleuse. Et j'avais bien aimé travailler en équipe, et j'avais envie de renouveler l'expérience. Et du coup, je cherchais un nouveau binôme avec qui travailler. Et en fait, par hasard, Alessandra a vu mes dessins et m'a proposé son projet. Et ça m'a tout de suite super emballée parce que le milieu du vin, je connais pas beaucoup. Je suis quelqu'un d'hyper curieux. Donc, la facilitation graphique, c'est quelque chose que tu fais quand tu es curieux, tu as envie de comprendre les choses, comprendre le monde et de le rendre plus compréhensible pour tout le monde. Et comme le vin, c'est quelque chose que je connaissais mal mais que j'appréciais, je me suis dit, tiens, c'est une occasion d'apprendre. Et comme Alessandra est une super professeure, j'ai appris plein de trucs. Professionnellement. Ouais, puis tu m'as beaucoup appris et tu m'apprends encore beaucoup, donc j'adore. Eh ben, c'est réussi, très bel ouvrage d'ailleurs qui tourne là entre les chroniqueurs. Et c'est vrai que quand on l'a dans les mains, c'est impossible de résister, de ne pas l'ouvrir. Hein. On est tout de suite scotché par la couverture. Voilà. Tiens, Brahim, voilà. Avec par exemple il y a des dialogues de personnages masculins. Il paraît qu'ils ont sorti une BD sur les femmes dans le vin. Il doit pas y avoir beaucoup de pages. Là, c'est impossible de résister. On est obligé d'ouvrir le livre, de le feuilleter, de le lire, d'enchaîner les pages. On sourit, on est en colère, on est triste, on espère, on rit. Est-ce que l'humour, l'ironie, c'était votre condition sine qua non pour faire ce livre ? Complètement. Bon, déjà, l'humour fait un peu partie de ma vie. J'ai toujours eu besoin de rire de certaines situations pour pouvoir m'en sortir. Et en fait, quand j'ai pensé à ces histoires, j'imaginais pas des histoires sans humour parce que je voulais justement qu'elles puissent être lues par un maximum de gens possibles, notamment des hommes. Et l'humour, pour moi, c'est une espèce de pirouette à certaines situations et ça permet de comprendre des histoires et d'avoir envie d'aller peut-être un petit peu plus loin dans les autres histoires. Une page avec de l'humour donne envie d'aller dans une autre, une troisième, et aussi, entre guillemets, de donner un côté digeste comme dans le vin, dans le sens où certaines situations sont lourdes, l'ont été pour moi comme pour beaucoup d'autres. Et le fait de rajouter de l'humour, c'est pas que ça va dédramatiser, mais ça va ramener un peu de légèreté à des choses qui ont un fond un peu difficile. Céline, Alessandra, ça fait. On va revenir sur le cœur du livre, qui fait beaucoup parler, qui parle du machisme, du sexisme, du patriarcat. Habitude d'en parler ici. Ça fait longtemps que l'homme se sent supérieur à la femme pour produire un vin, goûter du vin, choisir un vin. Tu veux répondre ou... Non, mais oui, alors ça fait longtemps, mais ça s'explique. Alors moi aujourd'hui, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on répète et que je répète souvent, c'est que évidemment mes tribulations dans le vin ont démarré il y a 15 ans, même si bien avant je venais déjà du milieu de la restauration, qui est un milieu qui était très macho aussi. Évidemment, il y a eu des évolutions. Il y en a encore, mais il faut se battre pour qu'elles perdurent et qu'elles évoluent. Mais ce que je veux dire, est-ce que tu peux répéter la question ? En fait, depuis combien de temps les hommes occupent le terrain, quoi. Il y a quelque chose qui est déjà très important à savoir, c'est que pendant très longtemps, les femmes étaient vraiment, comme tu as pu voir dans le livre, relayées aux métiers plutôt subalternes, c'est-à-dire sarmentage, les vendanges, des choses comme ça. Et pendant longtemps, on a trouvé, notamment en Bourgogne, mais un peu partout, des écriteaux devant les chais où était marqué « interdit aux dames ». Donc ça, c'est pour des causes de menstruation, on pouvait faire tourner le vin. Hein. Comme la mayonnaise, on a des pouvoirs magiques. Mais du coup, en fait, ça explique beaucoup de choses ensuite. C'est-à-dire que le fait de priver les femmes d'occuper des postes stratégiques et techniques comme la fabrication du vin, l'œnologie pure, fait que pendant très longtemps, on a entendu beaucoup plus parler des hommes œnologues et non pas des femmes. Les femmes sont arrivées plutôt dans les années 80, on en entend vraiment parler des années 80-90. Avant, c'était une majorité d'hommes qui étaient dans les métiers de l'œnologie. Donc, ça explique ça. Ouais. Après, on a fait un historique aussi avec Céline, ça nous tenait à cœur pour expliquer un petit peu les femmes dans le milieu du vin depuis quand. Donc, on voit vraiment l'invisibilisation. Mais par contre, depuis toujours, on sait qu'elles ont fait de la bière.
qu'elles ont produit de la bière et que oui, la bière est une histoire de femmes. C'est pour ça que les hommes adorent la bière. Et aujourd'hui, les hommes adorent la bière, mais c'est vrai que les premières à avoir vraiment eu la culture, en tout cas de la fabrication, c'était des femmes. Ouais. Et il y a eu évidemment le vin aussi, et puis pendant un long moment, une espèce de trou noir, plus rien. Ouais. Et donc on essaye, nous, entre guillemets humblement, on a fait une petite histoire. Je pense que d'autres femmes iront chercher beaucoup plus loin, et peut-être ça donnera lieu à un ouvrage complet. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser. Et justement, pour trouver leur place, c'est pas facile. Il faut exploser ce plafond de verre. Et la joute patriarcale est toujours là pour rabaisser du sexisme, l'homophobie, grossophobie, racisme dans certains portraits. Oui. C'est obligatoire. C'est l'étape obligatoire pour y arriver. Oui. Et non, alors je dis oui parce que c'est beaucoup arrivé. Moi, quand j'étais plus jeune, des propos grossophobes, homophobes. Moi, j'ai eu du mal à dire au début dans mon milieu que... déjà, j'avais pas spécialement envie de le dire parce que ça ne le regardait que moi. Et il y a eu un moment où il y a eu l'inverse. J'ai eu besoin de le revendiquer parce que c'était insupportable ce que j'entendais. Mais évidemment, aujourd'hui, beaucoup moins. Surtout qu'on est à Paris aussi. Il y a aussi toute une mouvance de vins naturels dont je fais partie. C'est des vins que je défends. Et en général, j'estime que quand il y a un respect du terroir, du vivant, il y a aussi un respect de l'autre. Alors, c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a aussi beaucoup de sexisme dans le milieu du vin nature, comme dans le milieu du vin conventionnel. Mais oui, évidemment que ça existe toujours. Notamment, on parlait hier avec Céline, spécialiste de la bière, des étiquettes. Donc il y a beaucoup d'étiquettes de vin qui sont insupportables pour nous. Des étiquettes, certaines, ça peut être des appels au viol, notamment une dont on ne la cite pas, on est d'accord ? Non, on ne la cite pas. Voilà, ça peut être ça peut être des femmes qui se retrouvent dans des positions sexuelles qui sont juste aberrantes et puis on n'a pas envie de voir ça. Donc il y a encore du boulot. Il y a des avancées, mais c'est comme tout, on n'est pas encore rendu. Il faut le temps, effectivement. Tiens, en parlant de sexisme, dans le livre est ponctué, il est assez rythmé, de lampées sexistes. Alors, ce sont des scénettes qui racontent la vie quotidienne de cavistes femmes, de sommelières. Question à chacune. Quelle est la pire lampée vécue pour toi, Alessandra ? Et la pire lampée dessinée par toi, Céline ? C'est difficile d'en trouver une, franchement, mais je vais en dire une qui m'a choquée parce que j'étais assez jeune à ce moment-là. C'est la fois où j'ai vu un de mes responsables direct mettre une énorme main aux fesses à une apprentie de 19 ans devant une trentaine de cavistes mecs, et ça a été compliqué à gérer. Parce qu'à ce moment-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et puis, moi, il m'a fallu beaucoup de temps avant de savoir dénoncer, savoir dire des choses. Moi, j'étais plus jeune et ça m'a coupé la parole. On n'a pas exactement dessiné cette lampée, en fait. On a dessiné une personne qui te raconte, tellement c'était choquant, en fait. Et d'ailleurs, dans certaines lampées sexistes, tu étais tellement choquée que tu te dessines en refusant de dessiner. Voilà, j'allais te parler de celle-là, en fait, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure. Le coup de l'étiquette, en fait. Il y a beaucoup d'étiquettes pour des raisons marketing. Pour faire vendre du vin, on dessine soit des femmes nues, soit des femmes dans des positions sexuelles, soit avec des noms délirants. Et il y a notamment une étiquette que j'ai refusée, et j'ai pas envie de citer le vin, mais qui a un appel au viol, en fait. Ouais. Et je trouve ça complètement délirant. Enfin, on est au XXIe siècle, que ça fasse vendre du vin. Enfin, bref. Voilà, donc j'ai pas voulu la dessiner. Oui, parce qu'on entend souvent ça fait vendre. Ça fait vendre, et puis il y a toute une dédramatisation des gens, et justement dans la lampée sexiste, c'est une femme qui dit « Ah mais ça va, c'est rigolo », enfin non, c'est pas rigolo, enfin moi oui, on peut rire de tout, mais il y a des choses, enfin moi non, j'ai pas envie de rire de ça. À propos, avant de céder la parole à Annabelle, la meilleure façon de vendre le vin, qu'est-ce qui fait vendre ? Si vous avez des idées, tout ça, pour donner à ces machos un peu. Qu'est-ce qui fait vendre ? En effet, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il y ait une histoire à raconter, il faut que la vigneronne ou le vigneron ait une philosophie et quelque chose à raconter, il faut qu'il y ait une histoire, et puis que le caviste soit passionné par ce qu'il raconte, ce qui est le cas de beaucoup de cavistes, heureusement. Puis il faut que l'étiquette soit belle aussi. Nous, on aime bien les belles étiquettes. Annabelle. Justement, les étiquettes, on va en parler. Au fil de la lecture, on se rend compte que les femmes sont plutôt douées en vin. Oui, douées, on peut le dire. Oui. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on est peut-être invisible. Elles sont novatrices. Si on remonte aux veuves Clicquot et Tutti Quanti, là, on apprend d'ailleurs qu'il y a beaucoup de veuves dans le Champagne et qui ont tenu la baraque. Et oui. C'est comme ça qu'elles ont pu. C'est grâce au fait qu'elles étaient veuves qu'elles ont pu accéder à la gérance de domaine. Sans ça, elles n'auraient pas pu. Et qui l'ont fait grandir. Exactement.
il y a aussi qu'elles sont assez bonnes en marketing, les étiquettes. Ouais. Dans la protection de l'environnement aussi, elles pensent aux planètes avec la biodynamie. Tout à fait. Les bourguignonnes, beaucoup. Ouais, vous pensez que c'est parce qu'on est doué qu'on ne veut pas qu'on soit vu? Moi, je pense que c'est surtout une question d'éducation. Je pense qu'on a été éduqués de manière différente des garçons, qu'on nous a appris à pas faire trop de bruit, à pas dire quand ça nous plaisait pas, à être sage. Alors qu'aux petits garçons, on leur apprend à s'exprimer, à pouvoir dire les choses. Donc, je fais toujours attention à pas faire de généralité. Je pense qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout été éduquées là-dedans. Moi, pour ma part, comme beaucoup de petites filles, il fallait que je sois sage, attentive et surtout, voilà, pas de vagues. Et je pense que ça, on l'embarque avec nous toute la vie, cette éducation, et qui peut mener parfois justement à des syndromes de l'imposteur aussi. Votre roman graphique, on a vu, c'est des histoires de femmes dans le monde du vin, des histoires des lampées sexistes, de cavistes sommelières, mais c'est pas que ça. Il y a aussi un glossaire du vin, des adresses de cavistes femmes, des podcasts et des BD sur le vin, et une carte des vins illustrés. Eh ben, ça tombe bien. C'est l'heure de la dégustation à l'aveugle. Avec modération, bien sûr. Alors, pour nos auditrices et auditeurs, un verre de vin rouge est servi à nos invités, un vin de vigneronne. On va faire déguster à Alessandra et Céline et Brahim. Allez-y, dégustez. Dites-moi ce que vous ressentez. Ce que vous sentez, quel sont vous le cépage. D'ailleurs, tiens, je profite que j'ai encore le micro. D'ailleurs, je remercie donc la caviste des Longs Réages à Sèvres pour avoir participé avec moi au choix de cette bouteille. Sèvres dans le département du 92. Exactement, banlieue ouest. Moi, j'ai du mal à... Je trouve le vin est bon, mais tu vas peut-être pouvoir nous décrire un peu le... Ouh là là. Bon, les aveugles, c'est toujours très compliqué parce que ça doit faire appel à beaucoup de sensations, de souvenirs. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un joli nez qui est plutôt discret. Hein, c'est pas explosif. Il y a quelque chose d'assez fin. On n'est pas non plus sur un côté fruit trop exubérant. Ouais. Mais il y a un petit grain qui peut me faire penser à une certaine région. Ouais. Alors, il est fort possible que je me plante, hein, je préviens. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous faire comme commentaire? C'est un joli vin rouge. Ouais. Il est léger. Il est léger, ouais. Ouais, il est plutôt léger. On dirigerait vers quelle région? Alors, s'il faut en dire une, pourquoi pas aller en... Ouais, soit en Loire ou soit en Beaujolais, peut-être. Mais peut-être en Loire. Je dirais peut-être la Loire, il y a un petit côté croquant. Ou peut-être un peu plus dans le sud, ça peut être Bordeaux, Languedoc, Languedocien. On n'est pas très loin, en effet. On est dans la région des Cévennes. Oh, les Cévennes. Mais j'adore cette région. Un cépage, Cinsault et Grenache. Le Cinsault. Bah oui, ça sent le Cinsault, bien sûr. Et donc, la vigneronne s'appelle Emmanuelle Soch. Super, connais pas, génial. Et le vin, Mas Sérène. En tout cas, il est très bon. Génial. Il est très bon. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, quand je suis sorti du métro Ourcq, il y a plein de bars qui sont ouverts. On voit souvent des hommes au bar en train de consommer du vin et pourquoi pas les femmes. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Il y en a de plus en plus. Heureusement, il y en a de plus en plus. Ouais. Moi, je suis ce genre de nana au bar en train de consommer du vin sur une terrasse. Et où, pour qu'on ait été rencontrés? Alors, moi, je suis plutôt dans le 13e arrondissement, parce que j'habite pas loin, mais il y a plein d'adresses. On peut aller. Moi, j'adore aller au Jaja de Juju. C'est un copain qui a un super bar à vin nature dans le 15e. J'aime aller dans mon ancien bar à vin aussi, la cave du Hérisson chez Arthur. J'aime aller au Vin Vivant aussi, notamment rue Richer dans le 9e, qui est plutôt une cave à vin. Mais voilà, il y a plein d'endroits extra pour boire des bons coups à Paris. Et le vin, c'est à consommer, comme on dit toujours, avec modération? Bien sûr, avec modération. Un mot concernant alimenter ce qu'elle vient de dire, ou tout a été dit? Où est-ce que tu vas boire des coups, toi? Tout a été dit. Moi, j'aime bien boire les coups chez moi avec des amis ou chez des amis. Ouais. Annabelle? Aussi. Moi, j'adore boire à la maison, au bar, au restaurant, tout. J'adore le vin. On adore le vin. Et comment tu pourrais terminer donc, et faire la conclusion avec tes invités, Annabelle? Moi, je dirais courez vite dans toutes les librairies de France et de Navarre. Achetez le livre In Vino Femina, les tribulations d'une femme dans le monde du vin aux éditions Hachette Pratique. Et je remercie nos invités. Merci. Merci à vous. Céline, merci Alessandra. Et je remercie également la cave de Sèvres qui s'appelle
Long Réage, voilà, Merci. que vous pourrez retrouver au Salon des Vins le samedi 10 décembre à Sèvres, voilà. Merci d'avoir répondu à l'invitation, mais tu sais qu'il y a tous les chroniqueurs derrière qui n'ont pas eu de verre. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils consomment pendant leur chronique? On va Est-ce les, qu'ils vont tenir? on va les Ouais. abreuver. Merci, ça a été un plaisir. Moi qui adore le vin, écoutez, Merci beaucoup. ce verre a été bon et vraiment longue vie à votre ouvrage et aussi à ta vie en vendant le vin comme tu viens de faire. C'est vraiment formidable. Merci d'avoir répondu Merci. à l'invitation. Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et Nathan, nous allons passer à la musique. Effectivement, et pour cette première musique, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais pendant que vous étiez en train de déguster du vin, il y avait une petite musique en fond. Ouais. Effectivement, et je me suis dit, bah voilà, pour tous les alcooliques, il faut savoir que le vin, c'est leur meilleur ami, donc c'est pour ça que j'avais passé You Got a Friend in Me de Randy Newman, de la fameuse bande originale de Toy Story. Donc c'est pour ça que du coup, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'avais passé du coup ça, mais on va passer à autre chose. On va plutôt passer d'ailleurs à un côté un peu plus rockeux que j'adore d'ailleurs parce que ce côté rockeux, en tout cas, j'aime beaucoup l'exprimer des fois, surtout dans cette radio, parce que ça permet aussi de montrer un peu un symbole de liberté d'expression qu'on ne peut faire malheureusement pas toujours. Et donc du coup, je vais vous passer une super chanson des Chainsmokers qui s'appelle Break Up Every Night. On écoute. She wants to break up every night. She wants to break up every night. Don't wanna wait until she finally decides to feel it. She wants to break up every night, then tries to fuck me back to life. How can I help it if I like the way she makes me feel it? Give me time, give me space, give me reason. That's what you tell me when you're leaving. Change your mind every night like the seasons. You're insatiable, and I know you say you want it now. Give me the runaround. Which one am I with now? She's got 7 personalities, everyone's a tragedy. She wants to break up every night. She wants to break up every night. Don't wanna wait until she finally decides to feel it. She wants to break up every night, then tries to fuck me back to life. How can I help it if I like the way she makes me feel it? Been to France one time and you're Parisian. Join the real world, new season. Check my phone, check my pulse, ain't a reason. I kinda love it though, and I know you say you need me now. Give me the runaround. Which one am I with now? She's got 7 personalities, everyone's a tragedy. She wants to break up every night. She wants to break up every night. Don't wanna wait until she finally decides to feel it. She wants to break up every night, then tries to fuck me back to life. How can I help it if I like the way she makes me feel it? She wants to break up every night. She wants to break up every night. Don't wanna wait until she finally decides to feel it. So I build the bridges up, the bridges up. Build the bridges up again. Build the bridges up, the bridges up. Build the bridges up again. Build the bridges up, the bridges up. Build the bridges up again. She wants to break up every night. She wants to break up every night. Don't wanna wait until she finally decides to feel it. She wants to break up every night, then tries to fuck me back to life. How can I help it if I like the way she makes me feel it?
le cercle des chroniqueurs. Et après une bonne dégustation avec Annabelle et ses invités, nous retrouvons tout simplement Nicolas Rividier pour le plus de l'actu. Alors Nicolas, avec toi, ce soir, on revient sur l'actualité terrible de ce week-end avec l'attaque du club dans le Colorado. C'est quoi exactement ? Le club Q, tu as oublié le... Je ne sais pas le dire, pour tout te dire. Écoute, Brahim, alors d'abord quelques éléments de contexte. Tout de même, dimanche dernier, il y a un peu plus d'une semaine, donc, je venais de me remplir la panse dans la brasserie de la place centrale de la ville de Rue, dans la baie de Somme, et de sortir de la visite d'une magnifique chapelle de style gothique flamboyant quand Brahim, jamais avare de bonnes idées, m'appelle pour me dire que ce serait bien de faire une chronique sur le clash entre Louis Boyard et Cyril Hanouna. Il a dû sentir chez moi un enthousiasme modéré, car il s'est hâté de rajouter que, je cite, Cyril Hanouna était quand même un abruti. En mode, Nico, si tu acceptes ce sujet, tu vas pouvoir te faire plaisir, et c'est vrai que j'adore insulter les cons. Cela montre combien Brahim me connaît très très bien. Bon, évidemment, surtout pour lui faire plaisir, j'ai quand même essayé de trouver un axe un peu plus fin à ce qui s'annonçait être une longue litanie agressive de ma part. Je m'étais dit que cela valait le coup, par exemple, de replacer Hanouna et Boyard dans un contexte plus large qui déborde un peu du seul clash dont on comprend bien l'intérêt pour les deux parties. Et du coup, je me suis demandé ce qu'il pouvait y avoir de plus con que Cyril Hanouna et Louis Boyard réunis, et la réponse m'est apparue d'un coup, la Coupe du Monde au Qatar. Oh, mais l'excellent sujet de chronique que voilà! Plus de 6000 morts, des mecs en robe qui s'assoient sur les droits des minorités, dont LGBT, une équipe de France très portée sur le castagnage de femmes et de pédales à l'étranger, chez de bons clients. Bref, de quoi gamberger sur la façon dont les médias sont capables de tout pour le buzz. Où l'on commente finalement la vie des gens comme on débat de telle action surprenante ou de tel pénalty raté. Ça, c'était jusqu'à hier midi. Auparavant, alors que je discutais d'ailleurs de cette chronique peu motivante avec mon copain, je lui avais glissé « Dis-moi, tu sais pourquoi j'écris toujours à l'arrache ?» Lui, ouais. Parce que t'es un glandeur. Moi, non. Parce que je redoute qu'une actualité plus importante ne survienne. Elle est survenue avec fracas, dans les larmes, le sang et la colère. La dernière fois que j'ai regardé autre chose que les élections américaines sur CNN, c'était pour la tuerie d'Orlando. Étrange sentiment de déjà-vu. Notez bien dans cette histoire que je n'ai pas commencé à écrire hier midi, sans doute parce que j'ai intériorisé l'idée qu'être LGBTQI+, c'est surtout s'attendre à pire. Dans la nuit de samedi à dimanche, donc, peu avant minuit, Anderson Aldrich se présente à l'entrée du Club Q. C'est un club qui a été fondé en 2002. Il a longtemps été d'ailleurs le seul club LGBTQI+, de Colorado Springs. Ses nombreuses et nombreux habitués le décrivent toutes d'ailleurs comme un espace safe au milieu d'une zone d'homophobie décomplexée provenant aussi bien des religieux que des soutiens républicains. Il faut aussi noter que le Colorado a connu d'autres tueries de masse, et notamment celle du lycée de Columbine en 1999. C'est après être rentré dans le Club Q que le tireur a ouvert le feu au hasard dans la foule nombreuse du bar, tuant ainsi 5 personnes et en blessant 25 plus ou moins grièvement. Il faut absolument signaler à ce moment-là que ce sont au moins 2 clients du club qui ont maîtrisé le barbare avant même l'arrivée de la police, l'empêchant ainsi de poursuivre son œuvre funeste. Il n'aura fallu malgré cette intervention héroïque que quelques minutes pour joncher le sol de cadavres à coups d'AR-15 et comme une ultime humiliation de faire pleuvoir sur les premières victimes les douilles propulsant méthodiquement les munitions vers les prochaines. La police fait assez vite le parallèle du reste avec un individu du même nom et du même âge ayant été arrêté après avoir menacé de faire sauter sa mère avec une bombe il y a 1 an. Étrangement libre, étrangement blanc ce bonhomme. Nul doute que la main correctrice n'aurait pas été si faible si Aldrich avait été noir. Que dire d'un esprit aussi dérangé ? Pas grand-chose. Les autorités, elles, explorent actuellement la piste d'un crime de haine. Intuition n'est pas raison, mais tout de même, s'attaquer au lieu refuge d'une minorité n'est jamais neutre. Assassiner froidement les personnes qui s'y trouvent, encore moins. Une chose est certaine, en tout cas, des cibles sont posées en permanence sur les personnes LGBTQI+, sur nos lieux de convivialité, sur nos événements. Elles sont le fruit putride de débats sans fin, à l'occasion desquels notre existence même est frappée du doute. Elles alimentent confortablement des esprits affaiblis et avides, qui ont l'impression de répondre à un besoin en allant, tels des croisés, massacrer leurs semblables avec un fusil d'assaut, acheté quelquefois l'après-midi même chez un commerçant du coin. Dès lors que l'on nie notre humanité, on peut bien passer à l'abattoir sous les larmes factices de celles et ceux qui nous y ont conduits.
Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 600 tueries de masse aux États-Unis. La tuerie de masse étant définie là-bas par une attaque à main armée atteignant au moins 4 personnes. La haine en est souvent le moteur. Il serait toutefois illusoire de se tenir loin des USA, de les regarder avec un mépris atlantique en imaginant que les images iraient plus vite que les idées. Celles qui ont présidé à la tuerie d'Orlando et à celle de Colorado Springs sont chez nous, bien ancrées dans des idéologies religieuses et ou politiques, copieusement diffusées ou alimentées par un système médiatique au mieux naïf, au pire complice. Chaque chroniqueur, journaliste, essayiste, débattant, militant qui a, à des degrés divers, consacré son temps à débattre de nous, a contribué à appuyer sur les gâchettes des armes qui ont allongé les nôtres. Au prétexte d'une vision complètement pathologique de la liberté d'expression, ils sont capables des propos les plus sordides, leur sourire carnassier accroché à leur sale gueule, y elles tiennent colloques rémunérés pendant que nous enterrons nos mortes et nos morts. Si vous voulez mettre d'accord un juif intégriste, un catho tradi, un islamiste et une nana d'extrême droite, il suffit de leur parler des LGBTQI+. Vous verrez, c'est saisissant. Finalement, je l'ai faite, ma chronique sur Hanouna et la Coupe du Monde. Je l'ai faite parce qu'il est inutile de ne regarder que dans la direction du canon, il faut aussi regarder qui le tient. Les êtres méprisables qui tirent sont d'abord portés par les idées de leur maître, qui dégorgent leur saloperie à longueur d'émissions et de posts sur les réseaux sociaux. Hanouna est l'un d'entre eux, ainsi que sa clique de traîne savate complètement débile. Le fait que Hanouna se soit offert Boyard n'a aucune importance. Ils organiseront des retrouvailles émues dans quelques semaines. Il continuera en revanche dans son émission d'instiller la haine et de mettre entre des mains oisives les fusils qui demain cracheront, bien sûr dans l'incompréhension générale, leurs bolides métalliques vers les drapeaux arc-en-ciel. Merci, je suis vraiment très heureux de cette chronique. Finalement, tu as bien rebondi, mon cher Nicolas. Et alors, juste un mot, je passe une petite dédicace à mon collègue Mathieu qui nous écoute. Et c'est bien, comme ça, il écoute des choses intelligentes. Et qui est Mathieu ? C'est un collègue que j'ai rencontré au labo. Il aimerait bien être au CNRS, mais pas encore. Ouais. Mais il va y arriver, j'en suis sûr. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, il m'a demandé de faire une dédicace. Voilà. Et, tu vois, on a l'impression d'être revenu à l'époque de Skyrock et Fun Radio. Alors, coucou Mathieu. Écoute, tu viens quand tu veux parmi nous. Hein. Et tu pourrais un jour accompagner Nicolas lors d'une chronique qui peut être commune d'ailleurs. Hein. Je suis sûr que Nicolas, il a plein d'idées. Je suis sûr qu'à un moment donné, il va pouvoir t'intégrer dans son travail. Les idées en commun avec Mathieu, j'en ai plein. Ah ouais, tiens. Ce sera une prochaine chronique, ça va être marrant. Merci en tout cas. Tour de table et la parole circule, Valérie. Bien, je te remercie. J'applaudis des deux mains, même dans le silence, où j'applaudis vraiment parce que il y a de quoi être en colère et d'en perdre la raison parce que la colère de ce que nous subissons à travers le monde et aux États-Unis qui est, somme toute, dans l'idée que l'on a, il y a quand même la statue de la liberté. C'est dans l'imaginaire un pays de la liberté, mais on le voit bien dans les chroniques de l'actu qu'il y a des choses qui reculent, comme de parler des LGBT à l'école. Donc merci de parler avec autant retirer des livres, ce qui est ta passion, de certaines bibliothèques. Et cette complicité partout de tous ceux qui, ici et ailleurs, continuent d'instiller la haine parce que ça arrange leur fonds de commerce et c'est insupportable. Et merci de ton analyse intelligente à écouter et réécouter. Ouais. Julien, ta réaction ? Oui, j'écoutais attentivement ce que disait Nicolas et c'est vrai que on peut forcément faire le parallèle avec la tuerie de Orlando qui a eu lieu en 2016 avec 49 morts. Et à l'époque, je me souviens que c'était pendant l'Euro 2016, la compétition entre les pays européens. Et on avait bataillé parce que l'UEFA, organisateur de l'Euro 2016, avait refusé de rendre hommage aux victimes de cet attentat homophobe, alors que c'était à l'époque la plus grosse tuerie de masse des États-Unis. Et donc l'UEFA avait fini par faire un message plein de fautes d'orthographe qui était une seconde injure à la mémoire des victimes. Bon, bref, tout ça pour illustrer un petit peu ce problème ancien et terrible entre l'homophobie et le monde du football. Merci Nicolas. Eric, tu voulais réagir ? Que Boyard, ce Fort Boyard, là, Fort Braillard, il a beau être député d'extrême gauche, il a quand même été chroniqueur d'Hanouna pendant 1 an avant son élection. Donc là, il y a une sorte de beau-fisme parfois entre l'extrême gauche et l'extrême droite.
qui, moi, me désole aussi. Mais en fait, si je peux me permettre, ça pose aussi justement la question de la déresponsabilisation des gens par rapport aux propos qu'ils tiennent et par rapport aux attitudes qu'ils ont. Et en l'occurrence, pour parler des questions LGBT, et je suis très à l'aise de le faire parce qu'en fait, en tant que gay, malgré tout, nous sommes sans doute les moins exposés. Je ne dis pas que nous ne sommes pas exposés, mais par rapport à d'autres populations du LGBTQI+, nous sommes peut-être un peu moins exposés. Mais quand je vois ce qui se dit sur les personnes trans, sur les femmes, sur les lesbiennes, sur les personnes bi aussi, qui sont systématiquement niées, et la violence que ça véhicule, je refuse que des gens se lèvent le matin en se disant tiens, je vais parler de ça, et puis je vais rentrer chez moi tranquillement le soir, et ça n'aura aucune conséquence pour moi. En fait, il faut que ça ait des conséquences pour eux, au-delà du fait de... Donc il faut qu'il y ait des poursuites, il faut qu'il y ait les moyens aussi de réprimer ces attitudes complètement irresponsables qui consistent à balancer des saloperies en permanence sans être inquiété le moins du monde. Voilà. Julien ? Oui, je voulais ajouter un petit mot sur la polémique Boyard et puis Hanouna. Factuellement, en fait, tout a dérapé au moment où Louis Boyard a rappelé les problèmes qu'avait Vincent Bolloré avec son travail d'exploiteur des pays africains. Donc ça a quand même démontré un vrai problème de liberté d'expression sur des chaînes qui sont détenues par des milliardaires, au-delà de ce qu'on peut penser de Louis Boyard. Et deuxième chose, la manière dont il a été injurié, dont un député a été injurié, j'ose pas répéter, parce que quand même, c'était très grave les injures qu'il a subies, Louis Boyard, et ça aurait été n'importe quel député, j'aurais dit la même chose, sauf un député. Oui, mais c'était des copains de l'année d'avant, donc ils se connaissaient bien. On peut être employeur sans être copain. Pas dans ce monde-là, excuse-moi. Alors on a des points de vue différents. En tout cas, moi je n'accepte pas qu'on injurie de cette façon n'importe quel député, quel qu'il soit. Et là, je crois qu'il y a une limite qui a été franchie. Il y a une plainte qui a été déposée pour injure publique, c'est très bien. Et j'espère que Cyril Hanouna, au lieu de vendre sa merde tous les soirs depuis des années et des années, il va prendre très cher devant le tribunal. Voilà. Merci à vous. Merci pour cette chronique et vivement la prochaine. Avec, écoute, j'attends tes idées avec impatience. Très bien. Mon téléphone est ouvert dimanche prochain. Si une chronique double, ce serait bien. Merci. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Carton 11 pour le mondial au Qatar et nous enchaînons avec Julien que nous venons d'entendre. Alors, Julien, tu es le porte-parole du collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le football. Tu vas nous parler du mondial de football au Qatar. Alors, cette Coupe du Monde dont la France est tenante du titre, elle s'engage très mal. Désastre écologique avec la construction de stades climatisés en plein désert, désastre humanitaire avec la mort sur le chantier de 6500 travailleurs esclaves et désastre pour les LGBT qui sont persécutés au Qatar. Ça fait beaucoup, non ? Ah oui, Brahim, ça commence à faire beaucoup tout ça, mais en même temps, on était prévenus. Ça fait quand même 12 ans que le Qatar a été désigné comme pays d'accueil du mondial de football. Et puis dès le départ, c'est vrai que ce choix ne nous est pas paru tout à fait évident sur le plan sportif. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le Qatar avait dépensé sans compter pour acheter les voix des membres de la FIFA, et la FIFA qui l'a désigné comme pays organisateur. Le lobbying, il a été intense de la part du Qatar. C'est ce qu'a révélé par exemple Mediapart avec des déjeuners, des dîners entre Sarkozy, Sepp Blatter, l'ex-président de la FIFA, qui est blanc comme neige, comme tout le monde le sait, avec aussi Platini, Zidane et puis d'autres, qui ont fini quand même par trouver beaucoup de charme au Qatar, cet émirat ultra-autoritaire, esclavagiste, violemment patriarcal et homophobe, et aussi, pour finir, parmi les plus gros pollueurs de la planète. Mais c'est humain, comment on peut résister à ces millions de pétrodollars investis pour gagner un crédit géopolitique important dans cette région pleine de gaz et de pétrole. Alors justement, ces dernières semaines, les polémiques et les scandales se sont multipliés sur tous les fronts du mondial. Aujourd'hui, où on en est en particulier concernant la situation des LGBT
Julien. Oui, bah alors, ce qu'on peut dire, c'est que la communication du Qatar, de la FIFA, mais aussi de la France, de la FFF, et même du capitaine des Bleus, Hugo Lloris, ça a été d'un niveau entre catastrophique et très très catastrophique. Et de toute façon, leur justification ne pouvait pas être entendue avec cette Coupe du Monde au Qatar. Et la France, elle s'est vraiment située parmi les pays les plus irresponsables et les plus complaisants envers ce pays. Là, je citerai par exemple ces 7 fédérations européennes qui avaient décidé de porter le brassard One Love aujourd'hui, dont l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Pays de Galles, etc. Et puis finalement, les pressions du Qatar et de la FIFA ont été tellement importantes que ils n'ont pas finalement porté ce brassard arc-en-ciel. Alors, un petit rappel des faits. Les autorités qataries, elles ont commencé par enchaîner les déclarations embarrassées sur l'accueil des LGBT. Ça, c'était il y a quelques mois déjà. Alors, est-ce qu'on accueille les LGBT? Oui, non, peut-être, on ne sait pas très bien. Et puis, est-ce qu'on peut afficher le drapeau arc-en-ciel dans les stades? Alors, oui, mais non, mais oui, mais non, mais on ne sait pas très bien encore si on peut afficher les couleurs arc-en-ciel dans les stades. Je ne sais pas qui pourrait s'y risquer d'ailleurs. Et puis, pour tout ce qui est gestes d'affection dans la rue, pas de bisous, pas de relations sexuelles hors mariage, parce que là-bas, c'est quand même puni de 7 ans de prison. Alors, on a eu aussi droit à quelques dérapages, comme celui de l'ambassadeur qatari du mondial, M. Khalid Salman, qui a déclaré, donc, il y a peu de jours, que l'homosexualité était une déviance mentale sous le regard catastrophé des communicants de la FIFA qui l'ont immédiatement exfiltré du champ des caméras de la ZDF. Mais c'était trop tard, camarades, c'était déjà dans la boîte. Donc la FIFA, elle, de son côté, elle a adressé un courrier aux équipes du mondial pour leur dire que maintenant, ces histoires de PD, de climat, d'esclaves, etc., ça commençait à bien faire. Et, je cite, il fallait maintenant se concentrer sur le football. Alors, les fédérations ont répondu que non, elles allaient continuer à parler des droits de l'homme, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les pressions ont été fortes et pour le moment, ils n'ont pas choisi de porter le brassard One Love. En ce qui concerne la France, comme je le disais, là c'est encore pire que tout, avec le président Le Graët qui a dit depuis longtemps qu'il ne souhaitait pas que le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, porte le brassard One Love. Et le même Hugo Lloris a déclaré qu'il fallait respecter la culture du pays d'accueil. Alors, c'est incroyable. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est-à-dire que M. Lloris, il faut qu'il sache qu'en fait, la criminalisation des LGBT, ça ne relève pas de la culture, mais de la violation des droits de l'homme. Mais alors, et la position de la France dans tout ça? Il y a aussi eu des déclarations du président Macron et de la ministre des Sports. Oui, tout à fait. On n'a pas été déçus. D'abord par Emmanuel Macron, pour qui le sport, ce n'est pas politique. Alors, dire que le sport n'est pas politique, c'est un non-sens invraisemblable. C'est que là, on se situe un peu dans la misère de la pensée politique. Donc, juste pour information à M. Macron, il existe dans son gouvernement un ministère des sports, qu'il existe en France comme il existe un code pénal ou un code du travail, il existe un code du sport, et que sa majorité a fait voter une loi cette année qui s'appelle « Démocratiser le sport en France ». Donc difficile de faire plus politique que le sport. Et ça, le Qatar et même Poutine l'a bien compris quand il a accueilli la Coupe du Monde en 2000, aide-moi Brahim, 18, bien sûr. Bon. Alors du côté de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, aïe, c'est pas beaucoup mieux. La question des droits humains, parce que elle déclare que finalement, on a trouvé une espèce d'équilibre avec les autorités qataries et les LGBT. Bon, alors traduisons-les, on va traduire un petit peu ce que ça veut dire. Alors les amis gays, bi, lesbiennes, trans, restez discrets quand vous êtes au Qatar. Ça fait 2000 ans que vous rasez les murs. Alors vous n'êtes plus à 4 semaines près. Vous allez voir, ça passe très vite, 4 semaines, sauf pour les LGBT au Qatar, parce que eux, ça va encore durer longtemps. Cette législation qui les pénalise. Alors à ce propos, justement, et pour conclure, ton collectif Rouge Direct a lancé une pétition pour la fin des persécutions contre les LGBT au Qatar, Julien. Eh bien oui, on a lancé une pétition le 8 novembre avec une tribune qui a été co-signée et on en est très très satisfait, avec Amnesty International, avec la Ligue des droits de l'homme, avec Stop Homophobie, SOS Homophobie, des avocats comme Caroline Mécari, Emmanuel Pierrat, Étienne Desoulières, et puis pas mal de parlementaires comme la sénatrice
bien connue Mélanie Vogel, Madame Sandrine Rousseau, Monsieur Olivier Faure, Mathilde Panot, etc. etc. Et puis aussi, cette pétition a été co-signée par beaucoup de centres LGBT de la France entière, du Pas-de-Calais aux Bouches-du-Rhône. Et ça, c'est très important parce que le foot, ça concerne en fait tout le territoire français et le monde entier. Alors, pour finir, cette pétition, elle demande à la FFF et aux joueurs de l'équipe de France d'exprimer un message de compassion, un simple message de compassion et de solidarité avec les LGBT persécutés au Qatar, parce qu'effectivement, on peut le dire, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à avoir quand on défend les droits de l'homme et les droits des LGBT. Alors l'équipe d'Australie, les Soqueros, a fait une très belle vidéo d'ailleurs où ils dénoncent la catastrophe environnementale, les pratiques esclavagistes, mais qui précisent aussi dans cette vidéo qu'il faut respecter les droits des LGBT. Et les joueurs de l'équipe d'Australie demandent la fin de la criminalisation des relations entre personnes du même sexe. Alors vous voyez, c'est quand même pas grand-chose. Le football français avait 12 ans pour s'y préparer, mais il semblerait qu'il y ait un problème avec l'homosexualité au sein de la FFF et de l'équipe de France. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors notre pétition, elle a été signée par 20 000 personnes. C'est beaucoup. On l'a remise à la FFF en main propre. Et maintenant, la FFF a l'obligation morale de nous répondre, de répondre à ces 20 000 personnes et de répondre de la plus belle des manières, c'est-à-dire par enfin adresser un message de soutien aux LGBT du Qatar. Et nous serons vigilants et prêts à réagir en cas de toute violation des droits des LGBT au Qatar. Et c'est mal parti parce que l'ONG Human Rights Watch a déjà documenté pas mal de violations des droits de l'homme contre des LGBT qui continuent en ce moment même au Qatar. Donc nous n'avons pas fini d'en reparler. Merci, on reviendra sur le sujet. Donc tu reviendras avec nous en micro pour développer tout ça, parce que la Coupe du Monde, ça va durer un mois. Merci Julien pour cette première qui a été formidable, vraiment. Chronique de suite, là. Ça va être dur pour Valérie et moi de vous succéder, mais bon, en tout cas, c'était passionnant. Et un petit coucou à Pascal Brest qui bosse avec toi et on peut le saluer aussi. Ah oui, on le salue, on l'embrasse, Pascal. Ouais, on embrasse Pascal. Merci Julien. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et tout de suite, c'est la chronique livre avec Éric Garnier. Oui. Je commence. Oui. Alors, c'est un roman qui vient d'être publié en France aux éditions La Croisée, une nouvelle maison, d'un livre qui a eu un certain retentissement aux USA, de Brandon Taylor. Bon. Et ça s'appelle Real Life. Bon. Alors, Real Life, traduire Real Life, c'est la vie réelle. C'est pas tout à fait la vraie vie, sinon ce serait true life. Bon, bref. De quelle vie s'agit-il et de quelle réalité s'agit-il? Alors, c'est surtout dans une période qu'on a du mal à situer, peut-être les années 60, mais ça peut être aujourd'hui. C'est la vie surtout de Wallace, qui je crois ressemble peut-être pas mal à l'écrivain Brandon Taylor, roman qui a eu d'excellentes critiques dans Tétu, bon, mais Télérama et aussi Le Monde, une pleine page dans Le Monde. Alors donc c'est que c'est du bon. Alors oui, c'est du bon. Wallace, c'est un garçon, 25 ans peut-être, qui est en 3e cycle de doctorat en sciences et vie de la Terre. Il adore la chimie parce que étudier la chimie au lycée, c'était le moyen de fuir l'Alabama, État qui a été longtemps extrêmement raciste, car Wallace est noir, il est gay, il se trouve pas beau, il se trouve un peu gros, et c'est surtout la vraie vie de Wallace, ce roman, entouré d'amis qui sont des collègues, surtout du labo, et puis quelques amis hétéros. Il y a 2 couples gays quand même, hein, donc il se sent seul. En fait, il se sent seul parce que il vient d'une région où il s'est senti très très seul, noir et homosexuel, et la vraie vie, eh bien, c'est
qu'est-ce que la vraie vie? Parce que là, ils ont quoi, 23, 24 ans? Ils sont nous-mêmes, est-ce qu'on sait encore vraiment ce que c'est que notre vie, la vraie vie que l'on souhaite? Est-ce que c'est celle qu'on vit? Est-ce que c'est celle dont on rêve? Donc, c'est toute une réflexion autour de la vie, alors, dans un milieu intellectuel, hein, quand même, c'est pas dans la classe ouvrière non plus, dans une ambiance quand même qui est plutôt ouverte à l'homosexualité. Mais on a face à nous, comme si voilà, c'était un peu un objet de laboratoire sous la plume de Brandon Taylor, c'est-à-dire que il n'est pas disséqué non plus, mais on le voit réagir à différentes situations. On voit les traces du passé qui a été douloureux chez lui. On voit une histoire naître avec un homme qui se disait plutôt hétérosexuel, Miller, un collègue du labo. Voilà, ça n'est pas évident. Donc, ce qui est passionnant dans ce livre, bien écrit, avec des moments poétiques, c'est que, voilà, on est plongé dans voilà, une réflexion sur la vie. Parfois, le lecteur peut comparer, nous sommes un peu à l'extérieur, puisque nous sommes lecteurs, on peut comparer la façon dont on traite Wallace dans cette histoire, au labo, c'est un petit peu compliqué quand même, et la façon dont il se sent traité, c'est-à-dire qu'on a un double regard, le nôtre, qui n'est pas forcément toujours d'accord avec le ressenti de Wallace sur sa propre vie. Voilà, donc c'est tout à fait passionnant. Ça se passe sur quelques jours, hein, et à travers quelques jours et quelques personnages, on a vraiment un condensé d'une certaine vraie vie. Mais voilà, on peut quand on termine le livre, on se dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est? Et nous, notre vie, est-ce qu'on mène une vraie vie? Voilà. Donc c'est Real Life, chez La Croisée, de Brandon Taylor, et c'est traduit, et ça, bravo La Croisée, car ils mettent le nom du traducteur en couverture, et non pas un truc. Bon, c'est Héloïse Esquier. Voilà, donc un livre passionnant, comme celui sur les vins à offrir au moment des fêtes de Noël. Merci Éric Garnier, tu devrais revenir plus souvent dans les studios. Et on te réclame. Oui, mais il faut que j'ai lu des livres ou vu des films, et je ne fais pas que lire des livres ou voir des films gays. Tu es à la retraite. Et puis j'ai vu qu'il y a toute une équipe nouvelle là qui est là, qui est bien, et je suis soulagé. Mais on aime bien quand tu es là aussi. Merci Éric Garnier. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on finit cette grande émission avec Valérie Beau, puisque c'est le 28e festival Chéri Chéri, et on va tout savoir avec toi maintenant. Alors, on nous offre vraiment une magnifique programmation à ce 28e festival Chéri Chéri, le festival des cultures LGBTQI+ de Paris. Donc, il se déroule dans 3 cinémas à Paris, MK2 Bibliothèque, Quai de Seine et Beaubourg. Sont présentés 70 longs métrages, des courts métrages et des documentaires issus d'une quarantaine de nationalités. Donc c'est formidable, on y voit des pépites, le niveau, je dirais, est formidable, exceptionnel. Sur le site internet, courez voir le programme détaillé. Alors, j'ai choisi de vous parler de 3 documentaires que j'ai vus. Nelly et Nadine, alors c'est un documentaire de Magnus Gerten que j'avais découvert en avant-première au mois de juin l'année dernière. J'avais consacré une chronique. On découvre l'histoire de 2 femmes qui se rencontrent en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, donc, elles se rencontrent et tombent amoureuses. Nelly écrit le 10 janvier 1945. N'y aura-t-il jamais une vie pour nous? Les 2 femmes s'étaient donné leur adresse avec la peur de ne plus se retrouver, mais si jamais elles s'en sortaient. Elles se sont donc, celle qui est sortie en premier et qui a écrit à l'autre, lui écrit « Mon amour, où es-tu? Je ne cesse de penser à toi ». Et dans ce documentaire magistral, puisé à la source de l'archive, on découvre l'histoire de leur vie. Donc la prochaine séance, c'est ce mercredi à 15h10, MK2 Beaubourg. Un autre documentaire, là je l'ai découvert ce dimanche, None of Your Business,
raconte la vie de deux femmes à la trajectoire hors norme, leur enfance dans les coins reculés de Croatie, leur décision d'entrer dans les ordres, leur rencontre lors d'un rassemblement catholique, et enfin leur relation qui dure depuis 10 ans. Alors c'est un documentaire au long cours avec un côté esthétique, je dirais, assez exceptionnel, inspiré de l'esthétique de Chris Marker pour la mise en scène, emprunté au roman photo, avec donc une mise en confiance avec les protagonistes que l'on voit interviewés sur les années. Et on découvre cette démarche, on va dire, intimiste, se révéler à leur homosexualité et prendre la décision de sortir du couvain et de se marier. Et on les rencontre dans leur vie aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Prochaine séance, toujours mercredi, 13h25 au MK de Bourbourg. Alors, il pleut, profitez. C'est 13h25. Ah bon? None of your business. Oui, tu as raison. Ah, je suis très appliquée. 15h10. Non, c'est Nelly et Nadine. Voilà. Alors, Robert Dix, c'est encore un documentaire qui nous entraîne dans les années 80. Alors, je ne connaissais pas du tout l'histoire des lesbiennes dans les années 80 au Royaume-Uni. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir vue parce que j'apprends notre culture de ces Gwyn rebelles qui ont bousculé tous les codes, y compris ceux des milieux lesbiens, en se réappropriant l'érotisme, la pornographie, le SM. Le documentaire donne aussi un aperçu de tous les combats politiques de l'époque contre les missiles nucléaires de l'OTAN, dont elles franchissent les limites, peignent un avion pour plus qu'il puisse décoller. Lutte contre le sida, s'engage contre le gouvernement Thatcher et sa section 28, visant à interdire la promotion de l'homosexualité dans les écoles. Tiens, ça nous rappelle quelque chose aux États-Unis en ce moment. Il mêle des images d'archives rares et des entretiens passionnants, des confidences même en nous racontant comment elles ont pris conscience et de s'infiltrer par exemple à la BBC. C'est les actions visuelles, essayer médiatiquement de faire bouger l'opinion publique. Et c'est très intéressant puisqu'on a des interviews des personnes, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et c'est réalisé par deux femmes, Arishana Mann et Sia A. William. Prochaine séance, lundi prochain, au MK de Beaubourg à 22h. Je vous invite aussi à découvrir, il y a aussi des films patrimoniaux avec notre chère Anne Delambre et son équipe de 7e genre. Alors, nous pouvons encore découvrir ce vendredi à 21h30 au MK de Beaubourg, Priscilla folle du désert, de Stéphane Elliott, avec un avant-programme Paloma. Et Oubliez Cheyenne, de Valérie Minetto, dimanche 25 novembre à 13h10 au MK de Beaubourg. C'est jusqu'au 28 novembre avec des perles. J'y retournerai et pourrai vous parler de films. J'ai prévu d'aller voir Blue Jean et la cérémonie de fermeture avec Immensita. Ouais. Voilà, donc, et lorsque je regarde le programme, je regrette de ne pas avoir assez de temps libre parce que je pense que j'aimerais être festivalière. Effectivement. Merci, vive le cinéma, vive le film. Éric Garnier, il y a un nombre de choses incroyables. Quand on a le tableau de la programmation, on se dit qu'une vie ne suffirait pas pour... Effectivement. Il y a de quoi. Julien, pour finir, bon, merci pour cette première. Tu as été formidable. On a l'impression que tu as toujours été avec nous, en fait. C'est ça qui est formidable. Ah ben oui, mais écoute, on s'y sent très bien sur ce plateau, ma foi. On est très bien entouré. Ça incite à revenir. Exactement. Incite à revenir et tu reviendras. C'est du pinard toutes les fois. Ah. Non, c'est pas vrai. Non, rarement du pinard. Mais en tout cas, merci. C'était une bonne première pour toi, Julien. Tu reviendras pour parler de foot et bien d'autres choses, Valérie. Il y a un film aussi qui parle des hommes au rugby. Et je vais te... Voilà. Et ça me donne envie d'y aller et d'en parler, mais si tu as l'occasion. Oui. Ça marche, c'est noté. Merci. Au revoir, Eric. Voilà, j'ai encore 2 livres que je suis en cours de dont je suis en cours de lecture. Et je reviendrai pour en parler. Tu reviendras avec plaisir. Merci, on a été vraiment très heureux de te voir ce soir. Nicolas, ciao, merci. Oui, merci à vous tous. Rappelle-moi, c'est Mathieu ? C'est Mathieu. Mathieu, il envoie des messages très sympas, Mathieu. Oui. Tu peux me filer son téléphone ? Non. Je déconne. Après, oui, alors bien sûr. Un Brahim. Donc, alors, le téléphone de Mathieu et donc je sais pas s'il m'écoute encore. Si, il écoute. Voilà, mais du coup, ça va lui faire un gros coup de flip. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais.
Voilà, info. Alors, son numéro de téléphone est le 06 86. Merci Nicolas, on a compris. Mais Mathieu, on le sait qu'il reviendra donc sur le plateau. J'ai été vraiment très heureux de passer ce grand moment avec vous, les invités de Annabelle, et vous, les chroniques. Elles ont été toutes passionnantes et passionnant aussi nos réalisateurs. Donc, on leur a filé un petit verre de vin, ce qui a fait qu'il y avait un petit souci technique, mais qui va être réparé lors du montage pour notre podcast. On vous le promet, on vous embrasse. Et ils sont très jeunes. On vous embrasse, portez-vous bien et à très très vite. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.